Bonjour, je suis Areba Rehman. Bienvenue dans Smart Action, l'émission de ceux qui font bouger les lignes. Le principe est simple. Chaque mois, je réunis 3 personnalités emblématiques d'horizons très différents autour d'une problématique entrepreneuriale. Ensemble, ils vont échanger et voir comment travailler de concert et peut-être faire évoluer la société. Mais avant de vous les présenter, je vais commencer par le coup de gueule du mois. En France, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à la population active. Alors oui, la loi impose aux entreprises de plus de 20 salariés à avoir au moins 6% de personnes dans une situation de handicap dans leurs effectifs. Il y a des bons élèves, ceux qui vont respecter le quota, voire les dépasser. Mais globalement, on est loin du compte, puisque moins de 30% des entreprises respectent ce quota. Au final, les personnes handicapées ne représentent que 3,5% de la population salariée. Dans les esprits des entrepreneurs, un handicap, c'est égal à un fauteuil roulant. Donc, des aménagements coûteux pour rendre leurs locaux accessibles. Mais cette perception est complètement faussée, puisque dans les 80% des cas, un handicap ne se voit pas. Il peut aussi s'agir de maladies chroniques, telles que des problèmes liés au dos, du diabète, par exemple. Et en phase de recrutement, parler de son handicap reste souvent tabou pour être sûr d'être évalué sur ses compétences. Vous trouvez ça normal? Moi pas. En France, il n'y a pas de réelle culture de l'handicap en entreprise. Les chefs d'entreprise et dirigeants, les services RH, se trouvent souvent désorientés lorsqu'ils y sont confrontés. À l'heure où l'une des plus grandes problématiques RH du moment est de capter et de retenir les talents, embaucher une personne dans une situation de handicap peut être une formidable opportunité pour s'ouvrir à de nouveaux profils et pas seulement un moyen de répondre à une obligation légale. Mais comment on change la donne ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans mon émission « Agir pour l'entrepreneuriat inclusif ». Et pour cela, on va en parler avec Amou Bouakaz, ancien adjoint au maire de Paris, aveugle de naissance, président de H-Up Entrepreneur, Arnaud Muret, directeur de l'OPCO, Jean-Louis Ribes, PDG de DSI. Amou Bouakaz, bonjour. Bonjour. On dit de vous que vous êtes un homme politique inclassable. Ancien adjoint au maire de Paris, vous êtes l'un des très rares élus français porteurs d'un handicap. Vous êtes aujourd'hui président. Je ne le suis plus maintenant, mais je l'ai été longtemps. C'est exact. Vous êtes aujourd'hui président de H-Up Entrepreneur, consultant et conférencier. Pouvez-vous revenir brièvement sur ce parcours hors norme ? Écoutez, moi, j'ai eu 2 chances dans la vie primaire. D'avoir une mère exceptionnelle qui m'a dit « Si tu montes, je te pousse, si tu tombes, je te porte. Et quoi qu'il t'arrive, je serai toujours là. » Et puis j'ai eu une 2e chance, c'est d'avoir rencontré la France. Ce pays qui porte un modèle universel, qui donne sa chance à chacun, qui considère que les droits de l'homme sont universels. C'est le pays mère des droits de l'homme. Et avec ces 2 chances, j'ai accédé à l'école républicaine, aux grandes écoles méritocratiques, et puis j'ai mené mon chemin entre la banque, les affaires publiques, y compris l'élection, et puis aujourd'hui, je suis un troubadour de l'altérité qui chante la France, qui chante le bonheur d'être différent, qui chante la foi dans l'avenir de ce pays et dans notre capacité à construire une société dans laquelle chacun pourra trouver sa place. Merci. Vous êtes donc président de H-Up Entrepreneur, association à l'origine de la loi Macron qui permet aux entreprises de comptabiliser en unité bénéficiaire la sous-traitance aux travailleurs indépendants handicapés. Pouvez-vous nous expliquer les missions et les actions concrètes
de votre association? Alors, on n'est pas à l'origine de la loi Macron en elle-même, de cet article-là qui fait que les travailleurs indépendants handicapés sont reconnus. Écoutez, le but d'HUP, c'est d'être un incubateur militant. Et nous sommes un incubateur, c'est-à-dire que nous aidons les personnes handicapées à s'imaginer entrepreneurs, puis se réaliser entrepreneur, puis ensuite avoir du succès entrepreneur. On a des programmes qui sont calibrés pour accueillir la personne handicapée, l'aider à formuler son désir d'entreprendre, qualifier son envie, voir si à la fin il la conserve. Ensuite, on a un programme qui va partir de l'idée de l'entrepreneur et qui va l'appuyer par des bénévoles experts, des experts projets sur des compétences techniques. Et puis, on a un troisième programme qui s'appelle HUP Academy, auquel vous pouvez concourir. Les sélections se font maintenant pour accélérer le projet entrepreneurial d'une vingtaine d'entrepreneurs avec un programme sur plusieurs mois où là, on est dans un accompagnement beaucoup plus intensif pour accélérer en fait le projet entrepreneurial. Et puis, dernier programme tout récent qui s'appelle... qui vient des bassins de réactivation de l'emploi et qui permet aux personnes de plus de 45 ans qui le souhaitent et qui sont en situation de handicap d'entreprendre. D'accord. HUP Entrepreneur est également membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Oui, nous avons un représentant qui s'appelle Patrick Abouaf et que je salue. Et nous prenons toute notre part dans la réflexion et la représentation des personnes handicapées. Nous nous inscrivons évidemment dans la réflexion en cours sur les évolutions de cette instance. Nous souhaitons qu'elle soit toujours plus reconnue et nous souhaitons qu'elle soit évidemment toujours plus inclusive et qu'elle tienne en compte toute la complexité de la situation de handicap et ça c'est très important. Absolument. Je me tourne maintenant vers Arnaud Muret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'OPCO. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rôle de l'OPCO, qui est quand même un organisme agréé par l'État, chargé d'accompagner la formation professionnelle? Alors, merci pour votre invitation. Alors, l'OPCO, en fait, nous sommes un parmi 11. Donc, je suis l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. Nous sommes ce qu'on appelle un organisme paritaire, c'est-à-dire géré par les syndicats d'employeurs et de salariés. Et notre mission est de financer la formation des salariés dans les entreprises. Alors, nous, on couvre les entreprises de l'artisanat, donc les bouchers, les charcutiers, les boulangers, l'artisanat de service, c'est-à-dire les coiffeurs, l'esthétique, les chauffeurs de taxi, les professions libérales, comme les pharmaciens, les avocats, et puis tout un tas de ce qu'on appelle le particulier employeur, c'est-à-dire les assistantes maternelles, les femmes de ménage, tout ça sont couverts, peuvent bénéficier de formations par l'opérateur de compétences d'entreprise de proximité. Puis nous finançons beaucoup ce qu'on appelle l'apprentissage, c'est-à-dire quand un jeune veut faire son métier autrement que par la voie générale, eh bien c'est l'apprentissage et nous le finançons pour tous ces métiers. D'accord. Et comment du coup l'OPCO agit-il à son niveau pour un entrepreneuriat inclusif? Alors pour nous, c'est un enjeu extrêmement important. Réellement, déjà 2 chiffres. Je ne vais pas vous en donner beaucoup, mais 2 chiffres. Aujourd'hui, la chose qui est vraiment significative, c'est que 60% des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés ont un niveau inférieur au CAP et au BEP, alors que dans la population, c'est seulement 45%. Et de la même façon, les personnes ayant un handicap, c'est seulement 10% qui ont un emploi de cadre. Donc on voit vraiment que c'est une population qui nécessite un accompagnement spécifique pour avoir toute sa place dans la société. Donc nous, dès lors où ils rentrent dans l'entreprise en tant que salariés, on peut accompagner le chef d'entreprise dans le financement de formations complémentaires. Et puis pour ceux qui doivent rentrer dans l'entreprise, comment on les accompagne pour y rentrer. Très bien. Donc Jean-Louis Ribes, bonjour. Vous êtes PDG de DSI. Alors, vous avez un parcours qui vaut le coup d'être mentionné ici, joueur du Stade toulousain dans les années 80. Vous avez troqué votre maillot du numéro 10 pour celui de capitaine d'industrie en créant, il y a 20 ans, votre entreprise adaptée et solidaire. Comment opère-t-on un tel virage ?
Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Ça fait presque 30 ans, alors je veux bien être rajeuni, mais comment on me fait très naturellement, parce que je suis issu du monde industriel, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le monde de l'industrie, si vous voulez, et du service. Et un jour, j'ai rencontré un responsable d'entreprise qui avait un énorme besoin, un vrai problème à résoudre, qui était le problème du handicap. C'est après la loi de 87, le temps que ça se mette en route, donc c'était au début de 90. Et c'est une question qui m'a été posée, je n'ai pas su y répondre. Et par sympathie, parce que c'est un homme qui a vraiment été très méritant, je lui ai proposé de m'en occuper à titre gracieux. Et puis, je me suis laissé embarquer par une histoire complètement incroyable qui est le monde de l'inclusion pour les personnes handicapées. Et je ne vous cache pas qu'après un parcours de 6 mois, j'ai été extrêmement peiné et même révolté par ce que j'ai pu voir. Et j'ai tout simplement essayé, et je dis essayer parce que moi j'ai démarré tout seul, il y a presque 30 ans, dans un monde qui n'était pas le mien du tout. Et j'ai essayé de pousser ce que j'avais appris et mettre au service, comme je l'ai entendu tout à l'heure, des personnes qui étaient en recherche, et on l'a bien expliqué, à des niveaux très bas. Et on se rend compte que c'est possible, et c'est ce qui m'a encouragé à continuer. C'est cette volonté. Et puis, on traverse des histoires de vie juste incroyables, formidables, et on a le devoir de leur donner une citoyenneté, et la façon de l'avoir, c'est d'être un acteur économique. Mmh. Voilà, c'est comme ça qu'on est reconnu, et c'est ce qui me pousse encore aujourd'hui à continuer. Très bien. On rappelle quand même que vous avez une entreprise qui compte 1200 salariés, donc 80% dans une situation d'handicap. Bravo. Donc une magnifique aventure humaine et entrepreneuriale. Mais comment encourager d'autres entrepreneurs à suivre votre voie ? En 2 mots, rapidement. Alors, même si je sais que ça va être difficile, mais... La vraie réponse à ça, moi j'en ai qu'une, c'est donner envie. Ouais. Donner envie, c'est montrer que c'est possible. Et donner envie aux gens de vous rejoindre parce qu'ils savent que c'est possible aussi pour eux. Donc donner envie à nos clients de confier une activité, c'est une entreprise commerciale, vous l'avez compris. Hein, donc si on n'est pas performant, elle n'existe pas, cette entreprise-là. Donc donner envie à nos clients de nous rejoindre parce que on peut et on doit être au rendez-vous de la performance économique et technique. Et donc de fait, vous créez une envie, par voie de conséquence, des personnes qui doutent de leur avenir professionnel, n'ayant pas de visibilité sur le sujet, de constater que c'est possible, ça a été possible pour 1250 salariés, pourquoi ça ne le serait pas pour eux ? Eh bien, très bien. Allons-y. Il est grand temps de passer de l'incantation à l'action. Donc, go. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai 3 messieurs formidables, très engagés sur l'entrepreneuriat inclusif. Et moi, je suis persuadée qu'ensemble, on va pouvoir faire bouger les choses davantage. Donc, comment fait-on pour avancer le débat, lever les freins, de vraiment passer à l'action, concrètement ? Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Comment on fait aujourd'hui ? Si, par exemple, un chef d'entreprise a envie d'accueillir, par exemple, une personne dans une situation de handicap, donc vous l'avez fait, alors vous allez me répondre ça facilement, voilà, il faut juste avoir envie et de la bienveillance, mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là, il faut aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a envie de pousser pour que ça fonctionne chez tout le monde ? Allez-y, monsieur Muret. Une des premières, on va dire, solutions, pistes, en fait, de travail, ça a été un peu dit précédemment, mais quand on dit donner envie, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise à la différence. Parce que la différence, elle n'est pas toujours visible. La chose qui est importante, c'est de se dire que le handicap n'est pas forcément quelque chose d'immédiatement perceptible. Et que celui-ci, en fait, peut se révéler à l'autre dans la pratique. Et de prime abord, cette pratique fait qu'on a envie de rejeter l'autre, mais en fait, une fois qu'on a compris qu'en réalité c'était un handicap, on l'accepte différemment et on adapte le poste de travail, on va adapter sa relation à l'autre. Et donc nous, en tout cas dans le financement de la formation, ça doit faire partie de nos missions, de bien accompagner cette sensibilisation du chef d'entreprise pour...
là, je pensais à des apprentis, parce que des fois, les jeunes qu'on appelle les 10, vous voyez, ce type de handicap invisible, eh bien, ça amène à des situations qu'on va appeler des ruptures de contrat d'apprentissage, parce que le chef d'entreprise et le jeune ne se sont pas compris. Et donc, nous, on doit agir finalement sur ce lien humain, sur cette façon dont les personnes doivent se parler, se comprendre, s'écouter, puis aussi s'adapter à l'un à l'autre. D'accord. Et vous, alors, je suis complètement d'accord avec vous. Donc aujourd'hui, on a des formations qui existent pour accompagner les services RH, les managers, les directeurs, les chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent favoriser cet accueil. Alors, déjà, je vais attirer l'attention, c'est que toutes les entreprises n'ont pas des DRH. Ouais. Vous voyez, je pense l'OPCO EP, c'est 400 000 entreprises, 399 000 entreprises quasiment de moins de 50. Donc vous êtes sur de la TPE, PME. Et donc c'est le chef d'entreprise qui fait tout. Donc dans beaucoup d'entreprises, c'est une histoire d'abord humaine. Ouais. Donc vous pouvez sensibiliser les grandes entreprises qui ont finalement un service RH, tout un dispositif pour accompagner, pour écouter, sensibiliser la ligne managériale. Puis il y a toutes les TPE dans l'artisanat, comment, en fait, c'est vraiment des relations très fines, humaines. Donc on doit travailler à toutes ces échelles. Donc on doit penser la grande entreprise, mais on doit penser la PME dans sa relation humaine. Je suis d'accord. Et là, vous savez quoi, je vais mettre ma petite casquette entrepreneur, parce que j'en suis une. Et figurez-vous que j'ai eu envie une fois, moi aussi, comme Jean-Louis, de me dire j'ai envie d'accueillir une personne dans une situation de handicap chez moi. Sauf que cette personne-là, à un moment donné, a eu, entre guillemets, une crise et je n'ai pas su la gérer. J'ai fait face à un échec total devant mon équipe qui est venue me voir pour me dire « Ariba, qu'est-ce qu'on fait ?» Ariba ne sait pas quoi faire. Parce que je n'ai pas tout simplement été formée ni accompagnée pour accueillir. C'était juste ma bonne volonté et peut-être quelques qualités humaines qui m'ont poussé à le faire. Mais... Alors, Ariba, ça vous est arrivé de recruter un blond avec lequel ça ne marche pas? C'est la même chose. Je veux dire, le recrutement, c'est une affaire d'être humain. Alors, 80% des handicaps au boulot sont invisibles. Je suis d'accord. A priori, vous n'êtes pas censé savoir que la personne est handicapée. Donc le premier frein déjà, c'est toutes ces personnes handicapées invisibles, non pas parce qu'elles ont un handicap invisible, mais parce qu'elles ne veulent pas se vivre comme des personnes handicapées. Donnons-nous un peu de temps pour les sensibiliser au bonheur d'être différents. C'est-à-dire, tant que le handicap sera vécu comme synonyme d'infériorité, d'infirmité, de déficience, écoutez, même la personne handicapée la plus de bonne volonté ne voudra pas s'identifier à ça. Moi, c'est facile, c'est écrit sur moi, donc je ne vais pas me cacher. Mais c'est clair qu'il y a déjà ce point-là à régler. Ensuite, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais il y a énormément d'entrepreneurs qui travaillent dans la sensibilité. Moi, j'ai créé un MOOC, si ça intéresse des gens, je leur en parlerai. Mais je veux dire, il y a des outils pédagogiques de très bon niveau et faciles à implémenter qui permettent, en y consacrant un quart d'heure par semaine, de se sensibiliser aux questions de handicap. Et puis après, il y a s'autoriser à l'échec qui est garante du succès. Vous recrutez, c'est une histoire d'être humain, donc vous pouvez vous planter, mais vous pouvez aussi réussir quelque chose de formidable. Alors, entièrement d'accord. Et l'échec est plutôt bien vécu, puisque j'en parle aujourd'hui. Donc, je me dis justement, mais comment on fait pour qu'on puisse gérer, en fait, ces personnes en situation de handicap? C'est important. Jean-Louis. Je voudrais dire deux choses sur le sujet. La première, c'est qu'il faut donner suffisamment de cartes à la personne handicapée pour qu'elle se sente au niveau. Donc moi, je parlerai de la formation. En premier lieu, il faut vraiment qu'on s'occupe d'eux. Et j'ai vu, il y a 500 000 personnes aujourd'hui qui sont, on parle de personnes handicapées aujourd'hui, et qui sont au chômage, en recherche d'emploi. Et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on se consacre beaucoup sur la formation de ces gens-là pour déjà leur donner cette capacité à affronter la vie professionnelle, qui n'est simple pour personne. Alors vous imaginez, pour la personne handicapée qui part avec un énorme handicap de fait, parce que, comme on l'a dit très justement tout à l'heure, les niveaux d'éducation, de formation des personnes handicapées est très bas, c'est 5, infra 5. Bon.
pour 60% d'entre eux. Donc c'est énorme. Le deuxième, c'est l'accompagnement. Alors il a été abordé tout de suite aussi, parce qu'il faut accompagner le salarié, mais aussi il faut accompagner l'employeur. Et ça, c'est un métier. On ne peut pas improviser cet état, parce que il y a, comme vous l'avez évoqué, il y a des moments où on ne maîtrise plus rien. Parce que vous l'avez dit aussi, très justement, on est dans le milieu de l'employé, du salarié, et on ne connaît pas le niveau, nous-mêmes, dans l'entreprise adaptée, on ne connaît pas le niveau du handicap de nos salariés. Donc, on est de droit commun, la personne handicapée est tout à fait en droit de garder son handicap pour elle-même. Donc, vous devez vous préparer à tout ça. Et on ne se prépare pas à tout ça sur un simple cas, comme vous l'avez vécu, madame. Pourquoi ? Parce que c'est tellement différent, les cas sont tellement différents, l'environnement est tellement différent, et que ça se prépare. Et moi, je pense qu'il faut, et là, je rappellerai ce que fait l'entreprise adaptée d'une manière générale, c'est un lieu d'inclusion qui a le mérite d'exister depuis plus de 50 ans, même 60, et qui a créé une véritable expertise. Donc, on est expert là-dessus. Et je pense qu'il faut aussi tenir compte de ce qu'on sait faire pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Très bien. Et Monsieur Muret, est-ce que aujourd'hui, nous avons une formation à destination du chef d'entreprise pour accueillir une personne dans une situation de handicap, peu importe lequel ? Alors, je vous dirais qu'il en existe. Oui. Pour autant, ce n'est pas considéré forcément comme des formations dites prioritaires. Donc, ça relève finalement de la volonté du chef d'entreprise de on va dire quelque part, se documenter, de vouloir se former pour cette approche-là. Des organismes comme les OPCO, en revanche, nous, on va les accompagner à structurer un processus de recrutement qui intègre le handicap dans le dispositif. Et donc, de fait, on va devoir parler au chef d'entreprise et lui dire, est-ce que vous avez la posture ? Est-ce que vous avez un certain nombre d'éléments qui permettent de le faire ? Donc, oui, il en existe, mais ça relève d'abord d'une volonté personnelle d'aller vers ces outils-là. D'accord. OK. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup sollicité par rapport à cette formation qui existe ? Alors, on n'est pas, en tant que tel, moi je ne finance pas les employeurs. En tant qu'OPCO, je finance d'abord les salariés. Alors, c'est pour ça que votre réponse n'est pas aussi évidente pour moi, alors que en revanche, on accompagne les directeurs des ressources humaines, qui sont salariés des entreprises, à prendre en compte cette situation, à savoir la gérer, donc, et à travailler avec eux sur, finalement, dans leur process RH, comment intégrer finalement, les personnes en situation de handicap tout au long même du processus de recrutement. C'est pas évident. La différence, des fois, fait peur, même à des gens, parce que c'est pas le DRH qui fait tout. Il y a plein de personnes qui interviennent dans une chaîne de recrutement, et donc il faut sensibiliser toute cette chaîne. Et c'est là où on parle vraiment d'un processus humain, d'un dialogue qui doit se faire. D'accord. Donc il faut vraiment mettre en place en fait un dialogue aujourd'hui qui est plutôt inexistant, ce que je comprends, ou qui demande une initiative de la part en fait du dirigeant lui-même de l'entreprise. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais effectivement, on a tous en tête des entreprises comme Danone où le DG avait une très forte empreinte dans son entreprise pour pousser des choses. Je pense à lui parce qu'il était assez emblématique. Il y en a d'autres. Et donc, ça relève souvent d'actions personnelles, d'un engagement par rapport à la raison d'être de l'entreprise, par rapport à tout un tas de situations. D'accord. C'est pas le cas dans les entreprises internationales, hein. Parce que en fait, dans beaucoup d'entreprises américaines, on voit la personne handicapée non pas seulement comme un salarié, mais aussi comme un client. Et on a bien compris qu'une personne sur deux va passer par le handicap au cours de sa vie, et que donc si on ne le prend pas en compte dans son entreprise, on ne saura pas l'intégrer dans ses préoccupations de client. Et donc on voit bien que les entreprises qui performent, c'est les entreprises qui ont pris le parti du recrutement diversitaire. Moi, j'ai la chance donc de développer Zest, qui est un outil de sensibilisation. Je peux vous dire qu'il a été acheté sur étagère par des grands groupes qui le mettent dans leur formation de ce qu'on appelle onboarding. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une personne qui est recrutée, dans son parcours de recrutement, vous avez cet outil de sensibilisation qui leur permet de prendre en main cette problématique, mais pas en mode « Ah, il faut vraiment faire un beau geste ». Non, c'est en mode « Attention, notre société, entre guillemets, se handicape parce qu'elle vieillit,
parce qu'elle est, Est-ce que c'est pas ça qu'il faut pousser ? elle est le fruit de différentes sollicitations qui altèrent nos sens. Si on n'est pas capable d'adresser ça, ce sont nos concurrents qui vont gagner les marchés. Donc là, c'est clairement un enjeu qui n'est pas simplement un enjeu, je dirais, sociétal ou social, c'est un enjeu business, purement business. Ouais. Super, je vous laisse réagir, Jean-Louis Ribes. Je trouve que l'introduction est parfaite, pour faire court. Moi, je suis très sensible depuis presque un an sur la nouvelle réglementation européenne et puis même mondiale. On parlait tout à l'heure de Emmanuel Faber, Danone, qui est un exemple pour tous, notamment dans le cadre de la nouvelle réglementation de taxonomie, dite la taxonomie européenne, mais aussi dite plus couramment la cotation extra-comptable. Alors, ça rejoint complètement ce qui vient d'être dit là. Je pense que si on reste sur les mêmes modèles, c'est-à-dire la même réglementation que celle qu'on connaît aujourd'hui, tout le monde ira chercher la performance, et pour aller chercher la performance, on prend les meilleurs. On a tous compris, et c'est très humain, et tout le monde comprend ça. Bon, si on change la réglementation qui dit que l'entreprise, elle n'est pas simplement reconnue par sa performance économique et financière, mais aussi sur son action au quotidien dans le cadre de l'écologie et de l'inclusion, vous allez voir que les choses vont être naturellement différenciées. Et c'est exactement ce qui a été dit là. Est-ce que c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu business ? Moi, je crois que c'est un enjeu mondial aujourd'hui. Oui. C'est une façon de voir les choses différentes, et tout le monde a bien sûr subi la crise du Covid. Aujourd'hui, en Europe, on est en guerre. On voit bien que les choses changent et que si on veut vraiment être performant, il faut savoir inclure tout le monde. Et c'est ça qui nous intéresse au fond. Et cette réglementation, je trouve que c'est une aubaine. Et moi, je rappellerai, parce que j'ai lu un article de lui très récemment, de Philippe de Sertine, qui dit que cette occasion qu'on a aujourd'hui, elle existe une fois tous les millénaires, c'est-à-dire jamais, quoi. Donc, je crois qu'il faut ça saisir, et n'ayons pas peur de changer les choses, quoi. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, d'ailleurs. Très bien. Oui. Je ne voudrais pas qu'on croie qu'il n'y a pas de lien entre la performance et le handicap. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'aujourd'hui, dans l'armée israélienne, qui n'est pas tout à fait l'armée la moins performante au monde, ceux qui gèrent les drones de l'armée israélienne, ce sont des personnes autistes. Croyez-moi, s'ils pensaient que les autistes n'étaient pas performants, ils ne les mettraient pas là. On est tout à fait d'accord. C'est exactement le point, et on va terminer notre débat aujourd'hui. Malheureusement, on est limité par le temps. Là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. On est tous vraiment engagés sur ce sujet-là autour de la table. On va faire le point rapidement. Donc, il faut savoir que sur Smart Action, on s'engage, on actionne, et en fait, on se donne environ un mois pour enclencher une action commune. Donc aujourd'hui, on a compris, il y a des formations qui existent, mais qui sont vraiment, en fait, aujourd'hui là, qui vont être enclenchées suite à l'initiative d'un chef d'entreprise qui a envie de dire, bon, bah, je le fais pas, je passe le cap. Et pourquoi pas aller dans l'autre sens, c'est-à-dire, nous, de notre côté, être un peu plus proactifs et pousser ça en se disant, bah, il faut aller vraiment éveiller, en fait, tous ces esprits-là et aller leur parler en amont pour les sensibiliser et prendre cette initiative-là. On refera le point, donc moi je referai le point dans la prochaine émission pour voir un peu de notre côté comment tous les trois vous avez pu avancer à votre niveau. C'est important. Et avant de terminer, je vais rapidement faire mon point sur mon émission précédente qui était Agir contre le sexisme sur l'entrepreneuriat. Et bien il faut savoir que les choses bougent puisque EY sort son baromètre biannuel le 13 mars pour mesurer l'impact du sexisme. Et d'autre côté, Camille Puech de Cali Social a mis beaucoup d'outils en place. Je ne pourrais malheureusement pas tous les lister aujourd'hui, mais en tout cas, celui qui est le plus important, et c'est une des recours qui est sortie suite à l'émission, c'est la messagerie qui garante de l'anonymat de la personne qui souhaite témoigner ou parler d'un comportement hostile pendant le travail. Merci à Moubou Akaz, Arnaud Muret, Jean-Louis Ribes d'avoir été avec nous. C'était Harry Barreman dans Smart Action, l'émission de ceux qui font bouger les lignes.